Ils m'ont traité de moins que rien, la bouche pleine de steak. J'ai payé le dîner de promotion de ma sœur, un restaurant chic, tenue correcte exigée, ma famille souriante, comme s'ils ne m'avaient pas tous ignoré pendant 5 années consécutives. J'étais assise là, dans un blazer noir qui fermait à peine, serrant ma fourchette comme une arme parce que je savais ce qui allait arriver. Et voilà, pile entre le dessert et la deuxième tournée de verre, c'est tombé. Mon père a levé son verre et a dit, assez fort pour que toute la maudite salle l'entende, à ceux qui servent avec honneur et à ceux qui ne servent que leur ego. Des rires, des toux gênés. Même ma sœur a eu un sourire narquois. Même ma mère a détourné les yeux. J'ai mâché ma fierté comme du pain sec. Pas un mot, pas une seule défense, juste un silence qui disait « Tu ne fais plus partie des nôtres ». Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Des épaules larges, des médailles, une prestance de commandement qui a figé la pièce. Il n'a pas regardé mon père. Il n'a pas regardé ma sœur. Il a marché droit vers moi et a dit haut et fort « Général Strickland, Madame, bon retour parmi nous ». Chaque visage arrogant s'est décomposé comme une action en chute libre. La main de mon père a tremblé. Ma sœur, on aurait dit qu'elle avait avalé sa promotion tout entière. Vous voyez, il m'avait enterré avant même que je quitte le champ de bataille. Il m'avait rayé de la carte, effacé mon nom, livré au commérage et au silence. Mais devinez quoi? Je suis revenue. Et cette fois, je suis venue avec la vérité et un témoin. Vous croyez que j'en ai fini? Oh, mon cœur, je n'ai même pas commencé. Je suis Lena Strickland. J'ai été la fierté de ma famille, puis leur honte. Et maintenant, je suis le rappel qu'ils ne peuvent pas effacer. Avant que je ne vous dise tout, laissez un message dans les commentaires. Ou dites-moi d'où vous venez. Cela compte plus que vous ne le pensez de savoir que quelqu'un, quelque part, entend ceci. Et si cette histoire vous remue un peu les tripes, cliquez sur le bouton d'abonnement, car une vérité comme celle-ci mérite d'être entendue. Merci. Maintenant, attachez vos ceintures. Laissez-moi tout vous raconter. Quand je suis rentrée à la maison cet automne-là, ce n'était pas avec la fanfare d'un officier de retour, ni la chaleur d'une fille prodigue. C'était juste moi, Lena Strickland, remontant l'allée comme un fantôme qui n'avait jamais laissé d'adresse de réexpédition. Personne ne savait où j'étais passée. Personne n'a jamais demandé. Ils ont juste supposé que j'avais abandonné. Quitté l'armée, quitté la guerre, arrêté d'essayer. Et je les ai laissés faire, car rétablir la vérité aurait signifié ouvrir des blessures que personne dans cette maison n'avait le courage de reconnaître. Mon père a décidé d'organiser un petit rassemblement pour la journée des anciens combattants cette année. Juste un repas partagé dans le jardin avec quelques vieux amis de son unité et une poignée de voisins qui avaient porté l'uniforme autrefois. Mélodie, ma sœur, rayonnait dans son uniforme impeccable de la garde nationale, ses bottes de combat cirées, ses médailles épinglées juste comme il faut, une posture si droite qu'elle semblait sculptée. Elle n'était là que depuis 4 ans, mais on aurait dit qu'elle avait pris d'assaut la Normandie. Moi? J'ai été invitée comme on met quelqu'un en copie cachée d'un email. Présente, mais non reconnue. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de badge à mon nom, pas de siège. Ma tante Rachel a désigné une chaise pliante près de la fontaine à eau. Ma puce, cette place est réservée pour la lieutenant Strickland. Ça t'ennuierait de te décaler là-bas? Elle a souri en désignant le coin le plus reculé. J'ai hoché la tête et j'ai marché vers la table auxiliaire, celle pour les invités en surplus et les salades oubliées. Il y avait une grande exposition de photos que maman avait installée. Papa au Vietnam, grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, Mélodie dans sa tenue de remise de diplôme. Je suis restée là pendant 1 minute entière avant de réaliser que quelque chose manquait. Ou quelqu'un. Moi. La seule photo que je leur avais donnée, ma photo de remise de diplôme de West Point, avait été remplacée. À sa place se trouvait un portrait de famille d'un Noël d'il y a des années. Pas d'uniforme, aucune trace de qui j'étais. J'ai demandé négligemment à maman « Où est la vieille photo de moi en uniforme ?» Elle n'a même pas levé les yeux de son plateau d'œufs farcis. Oh, celle-là, elle commençait à dater. Je me suis dit qu'on utiliserait quelque chose de plus récent. Mais ses yeux ne rencontraient pas les miens.
Il regardait à travers moi comme si j'étais une ombre étirée sur la nappe. Plus tard, un cousin a demandé ce que je faisais ces jours-ci. Mélodie a répondu pour moi, en riant. Elle était une sorte de consultante, non? Mais maintenant, elle est surtout à la maison. Elle touche probablement sa retraite. Quelqu'un a ajouté: les boulots de bureau sont plus sûrs de toute façon. C'est mieux que de ne rien faire. Le rire qui a suivi n'était pas cruel. Il était désinvolte. C'était pire. Je me suis éclipsée pour remplir mon verre d'eau. C'est alors qu'une voix basse et rocailleuse m'a interpellée. Strickland. Lena Strickland. Je me suis retournée pour voir un colonel à la retraite. Je ne parvenais pas à le situer, mais sa posture le trahissait. Je crois avoir lu votre nom sur la directive de l'Angie Tigray. Un sacré plan. J'ai souri un peu trop vite. J'ai entendu dire que ce plan avait un peu trop de pages. Il a marqué une pause, m'étudiant. Peut-être, mais il a sauvé des vies. Puis il a incliné la tête, respectueux. On ne vous a pas beaucoup crédité pour ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, mais le but n'était pas d'obtenir du crédit. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Ce regard, juste une lueur de reconnaissance dans une pièce qui, autrement, ne prenait pas la peine de se souvenir, a suffi à me redonner pied. Je me suis laissé dériver un instant vers cette nuit dans la salle de crise. 12 unités alliées attendaient mon signal. Le renseignement disait d'avancer. Mon instinct disait d'attendre. J'ai attendu. L'artillerie ennemie nous a manqué de quelques minutes. 300 soldats sont rentrés chez eux. La mission a été jugée stratégiquement mal orientée et j'ai endossé la responsabilité pour protéger l'unité. Mon nom a été effacé des rapports d'après-action, mais ces hommes et ces femmes ont pu rentrer chez eux. C'était le prix à payer et l'honneur. Je suis retournée à ma chaise en plastique au coin du patio. Quelqu'un a rempli ma tasse sans demander. Sur la table, il y avait des gobelets gravés au nom de Mélodie, Papa, Oncle Mike. J'ai bu dans un simple gobelet en plastique blanc, sans nom, sans étiquette. Mais je me souvenais et je me suis dit, parfois, l'honneur n'a pas besoin de plaque nominative, mais si quelqu'un ose le prononcer à haute voix, ne l'arrête pas. Le lendemain matin de la fête des vétérans, je me suis réveillée tôt, avant que la maison ne s'anime. L'odeur des restes de poitrine de bœuf flottait encore dans la cuisine, ténue mais persistante, comme des souvenirs que l'on voudrait voir s'effacer, mais qui ne partent jamais tout à fait. Je me suis rendue dans le salon où le vieux buffet trônait comme un sanctuaire consacré non pas à la foi, mais à l'héritage. Les médailles de papa, la photo noire et blanc délavée de grand-père, la plaque immaculée de la remise des diplômes de Mélodie, le tout fièrement disposé sur le mur. Je ne m'attendais pas à trouver mon visage parmi eux, mais une partie de moi cherchait encore. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il y avait un espace. Pas vide exactement, mais il manquait clairement quelque chose. Un carré de bois plus clair. Une trace de poussière délimitant l'endroit où un cadre avait été retiré, et son absence jamais comblée. Mon pouls s'est accéléré. J'ai ouvert le tiroir du bas du buffet, celui avec les piles dépareillées et les sous-verres oubliés. Et il était là. Mon cadre de remise de diplôme de West Point, intact, reconnaissable, sauf que la photo à l'intérieur avait disparu, remplacée par le carton de remplissage d'origine, comme si je n'avais jamais fait partie de l'image. Je me suis assise sur mes talons et je l'ai fixé pendant une longue minute. Maman ne l'avait pas jeté. Cela aurait été trop direct. Elle l'avait juste rangé sur une étagère. Comme si elle m'avait rangé, moi. Pas effacée, juste omise. Retirée discrètement. Comme on décroche une décoration saisonnière une fois qu'elle ne correspond plus à la pièce. Plus tard ce matin-là, je l'ai trouvée dans la cuisine en train de se servir une tasse de thé, la vapeur s'enroulant contre la lumière du matin. « Quand as-tu retiré ma photo du buffet ?» ai-je demandé. Elle n'a pas bronché. Elle a continué de remuer son thé, les yeux fixés sur la fenêtre. Je réorganisais. Je pensais que le mur avait besoin d'air. Personne ne remarque vraiment ce genre de choses. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Le fait que personne ne remarque, c'est justement tout le problème. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là au dîner, Mélodie débordait d'excitation,
parlant de sa prochaine cérémonie de promotion. Elle avait réservé une salle privée dans un restaurant pour officiers, juste à l'extérieur de la base. Il y a ce mur d'honneur, a-t-elle dit, les yeux brillants. Ils affichent votre photo pendant la semaine si vous êtes mis à l'honneur. Maman a applaudi doucement. C'est merveilleux, ma chérie. Léna? Elle s'est tournée vers moi. Si tu viens, porte quelque chose de simple. Rien qui n'attire trop l'attention. J'ai souri, ou du moins j'ai essayé. Bien sûr, je ne voudrais pas lui voler la vedette. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'avais autrefois briefé le haut commandement dans une zone de combat, portant l'uniforme de cérémonie et un gilet pare-balles, à 12 fuseaux horaires de cette table à manger. Et ici, même mon chemisier gris était un peu trop voyant au goût de maman. Cette nuit-là, après avoir fait la vaisselle, alors que la maison était calme, j'étais dans la chambre d'amis en train de plier du linge quand mon téléphone a vibré. Pas de nom, juste un numéro inconnu. Un message. Il fouillant dans l'affaire Langji Tigray. Certains journalistes ont de vieux dossiers. Votre nom y figure. Soyez prudente. C'était tout. Pas d'expéditeur, pas de suite. Juste cette ligne de texte froide et clinique comme un fantôme qui glisse ses doigts autour de ma gorge. J'ai fixé l'écran bien après qu'il se soit éteint. Ce nom, Langji Tigray, n'avait pas franchi mes lèvres depuis des années. C'était la mission qui avait mis fin à ma carrière, celle pour laquelle j'avais porté le chapeau, celle que j'avais enterrée si profondément qu'elle ne résonnait plus. Jusqu'à maintenant. Je suis retournée dans le salon. Le cadre était toujours sur la table, ne tenant sur rien, n'abritant rien, juste la coque où se trouvait autrefois une photo. J'ai touché le bord vide, laissant mes doigts tracer l'espace où j'avais autrefois ma place. De combien de souvenirs avais-je fait partie, pour être ensuite gommé parce qu'ils ne collaient pas au récit de fierté et de perfection? Le cadre était toujours là. C'était juste l'image qui n'avait pas été retenue. La cérémonie de promotion a eu lieu dans un réfectoire militaire près de Virginia Beach, tout en acier poli, drapeaux et portraits de généraux au visage sévère sur les murs. Je suis arrivée 10 minutes en avance, vêtue d'une robe noire anthracite et d'un long manteau de laine, élégante, sobre, pratique, le genre de tenue qui permet de se fondre dans la masse ou de se démarquer par la seule posture. J'ai tendu mon invitation à l'officier à la table d'accueil. Il a parcouru la liste, scruté mon visage et demandé « Et vous êtes l'invité d'eux ?» Avant que je puisse répondre, Mélodie est arrivée avec un sourire parfaitement calibré. « C'est la famille », a-t-elle dit à l'officier. Elle travaillait dans le soutien administratif ou quelque chose comme ça. Elle est juste là pour moi. Elle m'a serré brièvement, un geste qui à peine effleurait mon épaule. Je n'ai pas bronché. J'ai été entraînée à ne pas le faire. À l'intérieur, la salle était parée pour la fête. Des banderoles bleu-blanc-rouge, un écran de projection faisant défiler des photos de Mélodie en uniforme et une longue table d'officiers assis avec leurs familles. Ma place était sur le côté, pas de badge, pas d'introduction, juste une serviette pliée et un verre d'eau à moitié vide. Puis, Mélodie est montée à la tribune. Elle était rayonnante, confiante, l'enfant prodige en tenue de combat. Sa voix portait facilement dans la pièce. « Je veux partager une courte histoire », a-t-elle commencé. « Quand j'étais enfant, ma sœur m'a dit un jour « Vas-y, essaie, je ne pense pas pouvoir te suivre. » Et c'est resté gravé en moi. C'est à ce moment-là que j'ai juré de ne jamais abandonner, peu importe la difficulté. La salle a ri poliment. Quelques personnes se sont tournées vers moi avec cette sympathie condescendante réservée aux gloires déchues. J'ai tenu ma fourchette, sans rien dire. Je n'allais pas être la chute comique de son histoire personnelle. Je n'allais pas combattre un fantôme dans une salle pleine d'applaudissements. La cérémonie a continué. Des citations ont été lues, des médailles ont été épinglées, des rires, des poignées de main, le tintement des flûtes de champagne. Puis, les portes se sont ouvertes. Un homme en uniforme de cérémonie est entré. Le genre d'uniforme qui ne se froisse jamais, taillé pour les hommes qui signent les frappes de drone. Ses épaules portaient l'insigne du Pentagone. Il a balayé la pièce du regard comme s'il commandait encore un champ de bataille.
Mélodie l'a vu et s'est précipitée pour le saluer. Colonel Barrett. Monsieur, je ne savais pas que vous. Il ne l'a pas laissé finir. Son regard a glissé sur elle pour se fixer sur moi. Il a traversé la pièce en 7 pas mesurés, s'est mis au garde à vous et a salué. Général Strickland, madame, dit-il, sa voix tranchant net le brouhaha de la foule. Cela fait bien trop longtemps. Chaque fourchette s'est figée, chaque tête s'est tournée. Le visage de mon père a perdu sa confiance habituelle. Quelqu'un à l'arrière a chuchoté. Général, c'est vraiment elle? La bouche de Mélodie s'est entr'ouverte, mais rien n'est sorti. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer le sol sous ses talons. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Colonel, soyez le bienvenu. Ravi de vous revoir. Le colonel Barrett s'est tourné vers le groupe de jeunes officiers qui l'accompagnaient. Cette femme a aidé à coordonner les routes de retrait pendant l'opération Hawthorne, a-t-il dit en me désignant. La moitié de l'OTAN lui doit la vie, littéralement. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Ces mots ont rempli l'air comme une fusée éclairante dans un ciel nocturne. Et pour une fois, je n'avais pas à prouver que j'avais été là. Je devais juste laisser le silence parler. Plus tard, alors que la foule recommençait à s'agiter, un jeune cadet aux mains nerveuses s'est approché de moi. « Excusez-moi, madame. Êtes-vous vraiment une générale ?» J'ai pris une gorgée lente de mon verre, le modèle en plastique bon marché, naturellement, et je l'ai regardé dans les yeux. Un jour, j'ai donné l'ordre de ne pas tirer, même quand le protocole disait que je le pouvais. Il y avait des enfants dans la zone cible. J'ai choisi les conséquences plutôt que les victimes. Je me suis penchée un peu vers lui. « Dites-moi, quel titre cela mérite-t-il » Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai quitté le dîner de promotion sans dire au revoir. Pas de câlin, pas de mot de départ, pas de sourire poli. Ce n'était pas une victoire. C'était comme un vent s'engouffrant par une porte qui n'était jamais censée se rouvrir. Froid, déroutant et plein d'affaires non résolues. Le lendemain matin, alors que la maison s'agitait encore de chuchotements, j'ai ouvert ma boîte de réception et trouvé un email dont l'objet m'a glacé le sang. Note stratégique Langy Tigray. Enquête urgente. Il provenait de John Rader, un journaliste militaire chevronné connu pour faire fuiter les vérités que les institutions préféreraient garder enterrées. Général Strickland, commençait-il, nous avons reçu une copie d'un dossier d'opération classifié lié à Langy Tigray. Votre nom y apparaît à côté d'un résumé alléguant que vous avez autorisé une manœuvre ayant entraîné des pertes civiles. Nous cherchons à confirmer ou à réfuter la validité de ces affirmations. Veuillez nous conseiller. J'ai lu le message 2 fois, puis une 3e. Mes mains n'ont pas tremblé. Elles se sont crispées parce que je connaissais ce dossier, ou du moins, je le pensais. La campagne de Langy Tigray n'était pas un échec tactique. C'était un piège. Un tissu de désinformation tissé serré par quelqu'un qui jouait sur les 2 tableaux. Vaughan, le chef du renseignement de l'époque. J'avais contesté son rapport lors d'un briefing à huis clos, mais j'étais la seule voix dissidente. Une femme avec un drapeau rouge dans un océan de feu vert. Et quand l'opération a capoté, je me suis jetée sur l'épée pour épargner mon équipe. Mais maintenant, l'épée était de retour, et quelqu'un d'autre la tenait. J'ai demandé un service à Sarah Whitham, une ancienne analyste douée pour trouver des fantômes dans la machine. Elle avait travaillé avec moi sur plus d'une opération où le silence avait été l'outil le plus tranchant. Je lui ai transféré le dossier. Quelques heures plus tard, elle m'a rappelé. « Lena, dit-elle, la voix tendue. La fuite provient d'une ancienne adresse IP enregistrée au centre de commandement de la Garde nationale. Plus précisément, elle correspond à un appareil attribué à Mélodie il y a 2 ans. Le sol s'est dérobé sous moi, lentement, comme une avalanche prête à tomber. J'ai conduit jusqu'à sa base. Pas d'appel, pas d'avertissement. Je suis entrée comme si j'avais encore de l'autorité, ce que je n'avais techniquement plus. Je l'ai trouvé dans la salle de repos, sirotant un café et pianotant sur son téléphone. Je me suis assise, faisant glisser un relevé imprimé sur la table.
Savais-tu que la dernière connexion pour ce dossier provenait de ton appareil? Ses yeux ont fuité vers le papier, puis vers moi, puis ailleurs. Elle n'a pas nié. Sa mâchoire s'est contractée. C'est moi qui l'ai envoyé, dit-elle, d'une voix sèche. L'année dernière, j'en avais assez que les gens chuchotent sur toi, sur ta perfection, alors que j'étais encore dans ton ombre, même quand tu n'étais plus là. Je voulais juste effacer ça. Cela n'a pas piqué comme une trahison est censée le faire. Il n'y avait pas de rage ardente, juste un vide, comme une pièce vidée de ses meubles. Je l'ai regardée, non pas comme l'officier qu'elle était devenue, mais comme la sœur à qui j'avais appris à faire du vélo, qui pleurait quand ses genoux écorchèrent le trottoir. Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait d'être effacée? Ai-je demandé doucement. La différence, c'est que je n'ai jamais essayé de t'effacer, toi. La voix de Mélodie s'est brisée. J'ai eu tort. Je le sais maintenant, mais les gens te voient toujours briller, même quand tu es parti. Je voulais juste, pour une fois, être vue en premier. Nous sommes restées assises en silence, deux femmes en uniforme, deux sœurs dans les camps opposés d'une guerre silencieuse. Enfin, je me suis levée. Je ne suis pas venue ici pour réclamer mon honneur, ai-je dit, d'une voix froide mais ferme. Je suis venue pour empêcher que la vérité ne soit réécrite. Et si quelqu'un pense que je le laisserai faire de moi un symbole d'échec, je me suis penchée juste assez pour qu'elle sente le poids de mes mots. Ils n'ont visiblement jamais étudié qui je suis. L'air à l'intérieur de la vieille salle des serveurs à la lisière de la base était toujours froid, bourdonnant du souffle fantomatique de machines qui ne dorment jamais. Sarah avait joué de ses relations pour nous donner accès aux archives de données retirées du service. Déclassées depuis longtemps, mais toujours fonctionnelles, si l'on savait où taper. Elle m'a tendu un clavier usé et a désigné l'écran. Votre phrase secrète fonctionne toujours, dit-elle. Wraith 07. Essayez. Je l'ai tapé. Mes doigts se souvenaient par réflexe d'une partie de moi-même que je n'avais pas touchée depuis des années. L'écran a vacillé, puis s'est ouvert comme une crypte scellée depuis longtemps. Des fichiers revenus d'entre les morts. Un dossier en particulier clignotait avec une icône de cadenas rouge. Sarah a hoché la tête. C'est celui-là. À l'intérieur se trouvait une série de briefings, des dépêches cryptées, et enterré dans un sous-dossier marqué « Révision uniquement », un fichier audio. J'ai cliqué. De la friture d'abord, puis la voix tranchante et autoritaire que je n'avais pas entendue depuis le tribunal. Vous allez redéfinir les priorités du secteur Delta. Je me fiche de ce que dit Langston. Exécuter le protocole de frappe 5A. Risque civil, noté acceptable. C'était le général Vaughn, sa voix limpide, donnant l'ordre direct de modifier nos critères de ciblage, contournant la chaîne de commandement. Cet ordre avait mené à la mort de civils, et il m'avait ensuite fait porter le chapeau pour un prétendu problème de communication. Sarah s'est penchée. Si cela devient public, il est fini, déchu de ses honneurs. Peut-être poursuivi? J'ai hoché la tête, mais le froid ne venait plus de la climatisation. Les rumeurs commençaient déjà à circuler. Des journalistes posèrent des questions. Et quelqu'un, peut-être Raider, peut-être quelqu'un de plus avide, avait remonté la fuite de données jusqu'au point d'accès original, l'appareil de Mélodie. Elle faisait maintenant face à une enquête interne de grande ampleur. Suspension immédiate. Possibilité d'un renvoi pour conduite déshonorante. Je savais ce que je devais faire. Je suis entrée dans le bureau du conseil de la garde, portant ma vieille veste de service, les médailles cachées dans ma poche de poitrine comme des fantômes que je n'avais pas besoin d'exhiber. Quand ils ont demandé ce que je savais, j'ai répondu calmement. J'ai donné l'ordre au capitaine Strickland d'accéder à nouveau au dossier. J'enquêtais sur une anomalie dans les journaux de l'Angie Tigray. Elle a agi selon ma demande. Toute violation du protocole m'incombe entièrement. Silence. L'un des membres du conseil a haussé un sourcil. Vous dites qu'elle a suivi votre directive? Oui, ai-je répondu. Je ne suis pas en service actif, mais j'en assume la responsabilité. Un mensonge, mais pas une trahison. Un bouclier. Cette nuit-là, quand je suis retournée à mon bureau temporaire à l'Académie stratégique, quelque chose n'allait pas.
Le bord de la porte présentait des marques de forçage fraîches. Je suis entrée lentement. Rien ne semblait déplacé jusqu'à ce que j'ouvre mon tiroir. La clé USB avait disparu, celle avec la voix de Vaughn. Mais à sa place, posée avec soin sur mon bureau, se trouvait une note, sans signature, juste une ligne en lettres capitales. Vous pensez être la seule à vous souvenir du fonctionnement de la guerre? En bas figurait un tampon à l'encre rouge, un aigle agrippant des flèches. Un symbole utilisé par une unité clandestine au sein du département de la Défense, officiellement dissoute après l'Anguille Tigray. Je n'avais pas vu ce sceau depuis une décennie. J'ai appelé Sarah, pas de réponse. J'ai envoyé un SMS, pas de réplique. Le registre de sécurité indiquait qu'elle avait quitté la base juste après 23 heures. Elle n'était jamais revenue. Aucune observation confirmée depuis. Disparue comme la brume au clair de lune. Je suis restée assise en silence, la pièce sombre à l'exception de la carte lumineuse sur mon mur. Aucune explosion marquée, aucun mouvement de troupes, juste des frontières, de la politique, des alliances changeantes, un nouveau champ de bataille. Et j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Ce n'était plus une guerre de soldats. C'était une guerre de chuchotements, de vérités enterrées sous les gros titres, de réputations transformées en monnaie d'échange. Mais cette fois, je ne ferai pas la morte. Pas parce que j'avais peur, mais parce que quelqu'un, quelque part, croyait encore à l'histoire que je n'avais pas encore racontée. La porte de mon bureau à l'Académie stratégique avait été condamnée par un ruban gris terne et une étiquette fédérale en relief indiquant « temporairement scellée, violation du protocole de sécurité ». Elle pendait là comme une accusation habillée de bureaucratie. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer ce que cela signifiait. Dans cette ville, enquête en cours n'était qu'une autre façon de mettre votre héritage au congélateur jusqu'à ce qu'il cesse de respirer. Je n'ai pas pris la peine de plaider ou d'exiger quoi que ce soit. Je suis restée debout quelques secondes, fixant cette porte comme si c'était un cercueil portant mon nom. Puis, j'ai fait demi-tour et je suis partie. Mon téléphone a vibré. Numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Général Strickland. La voix était traînante. Douce, calculée, indubitablement masculine. Ça fait un bail. J'ai entendu dire que vous jouiez toujours selon les règles. Je n'ai rien dit. Il a ricané. Certaines choses ne sont pas faites pour être déterrées. Je vous offre une chance. Vous reculez. Nous oublions ce petit incident. Vous restez en sécurité. Peut-être même garderez-vous un peu de votre nom. J'ai raccroché sans un mot. Je n'avais pas besoin de confirmation. C'était Vaughn. À midi, Mélodie est apparue. Ses yeux avaient ce vieux feu en eux, celui que je n'avais pas revu depuis que nous étions gamines, grimpant sur les toits juste pour nous sentir plus grandes que nous ne l'étions. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle avant que je puisse parler. « Tu es suspendue », lui ai-je rappelé. Elle a hoché la tête. Ce qui signifie que j'ai du temps. J'ai accédé au système de la garde, fouillé dans les journaux d'audit. J'ai trouvé l'adresse IP qui a supprimé la sauvegarde du fichier audio de Vaughn. Je l'ai fixé. Tu pourrais être renvoyée définitivement pour ça. Je t'ai effacé une fois, Lena, dit-elle, les dents serrées. Je ne les laisserai pas recommencer. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'ai juste détourné le regard. Parce que si je l'avais fait, j'aurais pu m'effondrer. Plus tard ce soir-là, alors que le vent faisait vibrer le cadre rouillé de mon nouveau bureau temporaire, un email crypté est apparu sur mon écran. L'adresse était brouillée, le texte bref. Je suis vivante. Ils me retiennent à l'ancien poste de communication au sud de Fort Hamilton. J'ai les données. Strix Runner est la clé. Pas de signature, mais je savais que c'était Sarah. J'ai envoyé un signal sécurisé à Barrett, mon plus ancien contact du commandement des analyses spéciales. Si quelqu'un pouvait atteindre ce recoin sans déclencher d'alarme, c'était lui. Et puis, bien sûr, il y avait Ethan. Ce gamin avait le don d'apparaître au mauvais moment et d'écouter les bonnes choses. Il nous a trouvés, Mélodie et moi, dans le parking, en train d'examiner le journal IP.
Il n'a pas interrompu. Il n'a pas bronché. Il est juste resté là jusqu'à ce que nous le remarquions. Puis, aussi calmement que si nous discutions du programme des cours, il a demandé « Madame, pensez-vous que parfois l'honnêteté nécessite autant de planification qu'une opération de frappe ?» Je l'ai étudié. À chaque fois, ai-je dit, mais seulement quand on croit que la victoire ne vaut pas son âme. Il a hoché la tête lentement, puis s'est éloigné. Ce garçon ferait un excellent officier si le système ne le dévorait pas vivant avant. Juste avant minuit, une autre alerte a frappé ma boîte de réception. Des rapports de sécurité interne signalaient un sommet du renseignement militaire prévu à Arlington dans 3 jours. Participants confirmés, délégués internationaux, hauts gradés et le général Marcus Vaughan. Je savais ce que cela signifiait. Vaughan n'y assistait pas seulement pour la diplomatie, il y allait pour contrôler le récit. S'il restait des lambeaux de preuves flottant dans l'ombre, il s'assurerait qu'ils brûlent sous les lumières fluorescentes et les sourires diplomatiques. Il se présenterait avec des discours, des séances photos, et sans père Dieu surveillant la surface alors qu'en dessous, la vérité serait nettoyée comme une vieille plaie recousue sans désinfectant. J'ai fixé l'écran, le curseur clignotant comme un défi. Je n'avais plus de temps et je ne pouvais plus me cacher. Et la guerre que j'avais essayé de laisser derrière moi venait de confirmer sa présence. Depuis le dernier étage de l'académie, j'ai regardé les cadets se déplacer sur le terrain d'entraînement comme des pièces d'échecs, calculés, précis, ignorant qu'ils étaient observés. Chaque bruit de bottes me rappelait qui j'étais et ce que je pouvais encore être si j'arrêtais de me cacher derrière le fantôme de mon service. L'enseignement m'avait permis de rester saine d'esprit. Mais cela ne suffisait plus. Pas si je laissais encore la vérité pourrir dans l'obscurité. Barrett m'a envoyé un fichier marqué de sa pointe d'humour habituelle. En cas d'incendie, allumez l'allumette. À l'intérieur se trouvait un plan tactique pour infiltrer le sommet militaire à Arlington. Accès arrière peu surveillé pendant les rotations. Une liaison audio-vidéo cachée via un boîtier de signalisation désaffecté. Une chance, pas infaillible, mais un soldat apprend tôt. Aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi. On agit quand même. Mélodie s'est portée volontaire avant même que je puisse finir le briefing. « Laisse-moi être à l'intérieur, » dit-elle. « Ils savent, Dieu, que je suis sous enquête. Ce ne serait pas étrange si je me présentais pour demander ma réintégration. » Elle a marqué une pause, puis a ajouté « Je porterai l'insigne, Mike. Je veux faire ça bien. » J'ai hésité. La dernière fois qu'elle avait essayé de réparer quelque chose, nous avions presque tout perdu. Mais cette fois, son regard était clair. Elle ne faisait pas ça pour m'effacer. Elle essayait de me faire revenir. À 16 heures, elle a franchi la porte sud en uniforme simple. Le dispositif était dissimulé sous son badge d'identification, caché à la vue de tous. Je surveillais la liaison depuis une camionnette garée 3 pâtés de maisons plus loin, mes doigts survolant le commutateur. À l'intérieur, Mélodie s'est approchée de Vaughan, qui se tenait au milieu d'un cercle avec d'autres gradés. Il avait l'air fatigué, plus gris, mais toujours dangereux. « Général Strickland, » dit-il dans le vide, comme s'il s'adressait à un fantôme. « Vous avez toujours eu le don de survivre à des tempêtes que vous n'auriez pas dû traverser. » Puis, plongeant son regard dans celui de Mélodie, « Vous savez pourquoi les gens comme votre sœur sont dangereux ? Parce qu'ils croient que la justice est plus importante que la logistique. J'ai alimenté cette mission avec de faux renseignements. Oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une victoire nette fait de plus beaux titres. Et les soldats, ils suivent la version que nous imprimons. J'ai lancé la diffusion. Sa voix a commencé à se déverser par le système audio interne. Pendant 2 secondes, peut-être 3, la salle s'est figée, puis de la friture. Le signal a coupé. Quelqu'un avait trouvé notre liaison et l'avait sectionnée. Dehors, j'ai sauté de la camionnette, arrachant des câbles, redirigeant l'alimentation. Ethan était déjà au boîtier relais, le forçant. Il s'est retourné juste au moment où une ombre s'est élancée du parking. Un coup de feu a claqué. Il a trébuché, touché à l'épaule.
Je l'ai rattrapé avant qu'il ne touche le sol. Le sang imbibait sa manche, mais il a serré les dents en chuchotant. Ne les laissez pas gagner par le silence. J'ai serré la sangle autour de son bras. Je l'ai assis contre le mur. Mes mains bougeaient sans réfléchir, mais mon esprit bouillonnait. Ce n'était plus une question de réputation. Je suis retournée à la camionnette, j'ai relancé le flux de secours. Le système a vrombi, a vacillé et a pris. Je suis restée là, fixant le petit microphone, et j'ai parlé non pas en tant que général, mais en tant que témoin. Mon nom est Lena Strickland. Autrefois, on m'a dit que je n'étais rien, mais aujourd'hui, je porte une vérité. Quand le pouvoir manipule les registres, des soldats meurent en suivant des ordres non vérifiés. Le silence n'est pas une stratégie, c'est une complicité. Le flux a tenu. La voix de Vaughn a résonné à nouveau, cette fois sans interruption. À l'intérieur du sommet, chaque tête s'est tournée vers lui, et personne ne souriait. Ils ne nous ont pas passé les menottes. Ils n'ont pas crié. Ils nous ont juste escortés, Mélodie et moi, par un couloir dérobé jusqu'à une salle de réunion austère, le genre avec trop de néons et trop peu d'humanité. Pas de nom, pas de raison, juste des chaises, une table et un silence croissant, épais de menaces. Et puis Vaughn est entré. Son visage était composé, mais ses mains le trahissaient, crispées, les articulations saillantes. Son uniforme brillait, surchargé de décorations comme une affiche de campagne électorale. Il ne prétendait plus être un mentor. Il était le loup et nous étions dans sa tanière. « Je vous offre la paix », a-t-il commencé. « Une retraite digne. Une décoration. Votre famille repart libre. Vos cadets ne seront pas touchés et vous serez préservés dans les marges de l'histoire. » Je n'ai pas scellé. « Vous ne comprenez toujours pas ?» ai-je dit. « Je n'ai jamais combattu pour mon héritage. J'ai combattu pour quelque chose que vous ne pouvez pas fabriquer. La dignité. » Il a ri une fois, un son sec. Puis la porte a volé en éclats. Barrett est entré le premier, suivi d'Ethan, le bras en écharpe mais le regard féroce. Et derrière eux, Sarah, pâle, amincie, mais intacte. Elle s'est avancée, a sorti une clé de son manteau et l'a posée doucement sur la table comme une offrande ou une grenade. « Les journaux complets, dit-elle. Détournement du fonds de secours africain, ordre falsifié, sauvegarde audio, tout est là, intact. » Vaughn a bondi, sa main s'est projetée vers la clé, mais Mélodie a été plus rapide. Elle s'est interposée entre eux, l'uniforme impeccable, les yeux défiants. « J'ai eu peur de vous autrefois, » dit-elle. « Plus maintenant. J'ai prêté un serment d'honneur, pas de loyauté aveugle. » La sécurité a fait irruption, mais ce n'est pas pour nous qu'il venait. Il venait pour lui. Et Vaughn a enfin compris ce que signifiait perdre une guerre pour laquelle il n'était pas préparé. En sortant, une infirmière m'a intercepté. Ethan s'était effondré à cause d'une hémorragie interne. Il l'avait stabilisé à temps, mais il aurait besoin de semaines de convalescence. Je me suis tenue à la fenêtre de l'unité de soins intensifs, le regardant respirer derrière des couches de plastique et de fils. « Il n'est pas formé pour ça », a dit doucement l'infirmière. « Non », ai-je répondu, mais il l'a compris mieux que la plupart. Il m'a rappelé que le courage n'a pas besoin de médaille, juste de choix. Quelques jours plus tard, le Pentagone m'a contacté. Ils m'ont proposé ma réintégration, un siège au commandement stratégique avec pouvoir et prestige. J'ai refusé. J'avais gravi les échelons une fois. Je connaissais la vue. Je connaissais aussi le silence qui habitait le sommet. Au lieu de cela, je suis retournée à l'académie, non pas parce que je manquais de force pour m'élever à nouveau, mais parce que j'avais enfin la force d'aider les autres à avancer, et cette fois, je ne serai pas silencieuse. Les gros titres se sont propagés plus vite que je ne l'espérais sur les sites d'actualité militaire et les médias grand public. Le nom de Vaughn s'étalait en gras. Le général Marcus Vaughn, arrêté pour détournement de fonds, manipulation de renseignements et falsification de preuves liées à l'opération Langy-Tigray. Mais pour la première fois depuis des années, mon nom ne suivait pas le sien dans le déshonneur.
Il apparaissait non pas comme le bouc émissaire, mais comme la lanceuse d'alerte. La générale Lena Strickland, identifiée comme l'élément clé ayant exposé la dissimulation du département de la Défense. Ce n'était pas comme une rédemption. C'était comme si la gravité se relâchait juste assez pour me laisser respirer. Puis vint la convocation. Une audition interne a eu lieu pour clarifier les rôles et les motivations. Le jury siégeant devant moi était composé des mêmes figures qui, il y a des années, avaient balayé mes avertissements comme des parasites. Certains prétendaient même ne pas se souvenir. Je ne me suis pas habillée pour la cérémonie. Pas de ruban, juste la vérité. Je n'ai rien déformé. Je n'ai pas édulcoré. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Je n'ai pas cherché à devenir une martyre. Mais le silence n'est pas la neutralité, et je ne m'excuserai jamais d'avoir troublé une paix bâtie sur la tromperie. Le verdict, rétablissement complet de mon grade et de mes honneurs, divulgation interne exemptée de poursuites en vertu des dispositions sur l'intégrité publique. Mélodie a reçu un blâme formel, mais a été maintenue en service actif. Nous sommes sortis de cette salle ensemble, non pas comme les filles parfaites que nos parents avaient imaginées autrefois, mais comme des femmes accomplies. Plus tard, je suis retournée dans la maison où je n'avais pas mis les pieds depuis près de 10 ans. Ma maison d'enfance. Sur l'étagère du couloir se trouvait une photographie de moi en uniforme. Retirée autrefois, maintenant revenue. Placée à côté de la photo de remise de diplôme de Mélodie, un rééquilibrage discret de la mémoire. Ma mère se tenait à proximité. Pas de larmes, pas d'excuses. Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi silencieux, dit-elle, la voix brisée, et aussi cruel. J'ai hoché la tête. Je ne suis pas là pour blâmer. Je suis là pour passer à autre chose. Mon père, qui m'avait à peine adressé la parole depuis mon renvoi, m'a tendu une boîte en bois. À l'intérieur, une lettre datée de 3 semaines après mon départ du service actif. Son écriture, jamais envoyée. Je ne savais pas comment dire que j'étais toujours fière. Je ne savais pas si tu voudrais l'entendre. Je ne l'ai pas lu sur place. Je l'ai juste glissé dans ma veste, contre mon cœur, là où était sa place. De retour à l'académie, une nouvelle photo était épinglée sur le tableau d'affichage à l'extérieur du réfectoire des cadets. Moi, Ethan et une poignée de jeunes officiers, souriants, bras dessus, bras dessous, sans hiérarchie. En dessous, quelqu'un avait écrit au marqueur épais « Elle n'a pas lutté pour attirer l'attention. Elle a lutté pour que l'attention se porte sur la vérité. » Et c'est là que j'ai réalisé que l'héritage ne se construit pas avec des médailles. Il se transmet à travers les leçons que les gens choisissent de retenir. Je suis entrée dans la salle de conférence le lendemain matin. Pas d'insigne sur mon col, pas de projecteur, juste un tableau blanc et une salle pleine d'esprits prêts à penser au-delà des exercices et de la doctrine. Ce n'est pas un cours sur la guerre, ai-je commencé. C'est un cours sur ce qui se passe après les batailles, quand le silence devient plus dangereux que les coups de feu, et quand la vérité est vendue aux enchères aux plus offrants. J'ai regardé leur visage. Aujourd'hui, nous apprenons comment gagner tout en gardant son âme. Le temps passe plus lentement quand on n'essaie pas de le distancer. Chaque matin, je préparais du café dans la petite cuisine du personnel de l'académie et je regardais la lumière du soleil s'étirer sur le tableau blanc de ma classe. J'entendais le bruit rythmé des pas des cadets résonner dans le couloir, comme le battement de cœur régulier d'un lieu qui apprend encore à respirer. Il n'y avait pas d'ovation, pas d'applaudissements, juste de la continuité et de la paix, aussi fragile soit-elle. Un matin, alors que j'écrivais 2 mots, intelligence morale, sur le tableau, Ethan est entré, le bras toujours en écharpe, sa démarche délibérée. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête et a pris sa place au premier rang. Après le cours, j'ai trouvé une note pliée sur son bureau. On pouvait y lire « Je pensais que le courage était un cri puissant. Maintenant je sais que c'est la vérité tranquille dite quand personne n'écoute. » Je suis restée là, tenant cette note plus longtemps qu'il ne le fallait, car cette vérité était tout ce que j'avais autrefois oublié. Mélodie n'est pas retournée à son poste à la Garde nationale. Elle a décliné l'offre de réintégration. Au lieu de cela,
Elle a rejoint une unité civile de surveillance du renseignement, petite, indépendante et sous-financée, mais avec une sacrée mission: enquêter sur les abus au sein même du système. Pourquoi? Ai-je demandé un après-midi. Elle a souri. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait ce que l'on ressent quand on est trahi par la chose même que l'on servait, c'est moi. Et je n'avais rien à redire à cela. Un mois plus tard, nous sommes allés ensemble à l'ancienne base où j'avais autrefois commandé. Le bâtiment de commandement avait été repeint. Mon nom avait été retiré de la liste depuis longtemps, mais sous un marronnier flétri derrière le terrain de parade, nous avons placé une petite plaque. Pas de nom, pas de grade, juste ces mots, pour ceux qui sont morts sans nom, mais jamais sans être remarqués. Nous n'avons pas dit grand être chose. Le deuil partagé dans la vérité n'a pas besoin de langage. Il vit dans le silence entre deux respirations. La nuit précédant mon dernier cours du trimestre, un message a illuminé ma ligne sécurisée. Pas de nom, pas de numéro, juste quelques mots. Léna. Les failles dans la défense ne se sont pas refermées. Mais maintenant, ils savent que vous n'êtes plus seul. Je n'ai pas enregistré l'expéditeur, mais j'ai gardé le sentiment. Ce sentiment d'avoir été autrefois effacé de l'histoire et d'être maintenant la raison pour laquelle quelqu'un devait la réécrire. Ce matin-là, je suis entrée dans la salle de conférence. La porte s'est refermée doucement derrière moi, scellant un genre de silence sacré. Des rangées de visages levés m'attendaient, non pas pour une instruction, mais pour une connexion. Je n'ai pas commencé par la tactique. Je n'ai pas récité le protocole. J'ai raconté une histoire. Mon histoire, celle d'une femme autrefois étiquetée comme moins que rien, qui a refusé d'accepter ce silence comme héritage. Comment elle a lutté non pas pour la gloire, non pas pour les applaudissements, mais pour le droit d'être nommée et le courage de nommer ce qui compte. On ne vous croira pas toujours, ai-je dit, mais vivez de telle sorte que lorsque la vérité surgira, elle vous appelle en premier. Parfois, les plus grandes victoires arrivent en silence, le genre qui ne fait pas les gros titres, mais qui guérit l'âme. La vérité ne rugit pas toujours. Parfois, elle refuse simplement d'être enterrée. Et quand vous choisissez de vous lever, non pas pour les applaudissements, mais pour l'intégrité, vous devenez inébranlable. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais lire vos réflexions ci-dessous. Laissez un commentaire, abonnez-vous ou partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est pas seul. Merci sincèrement et jusqu'à la prochaine fois, restez ancré dans votre vérité.